On va s'intéresser aujourd'hui à une tendance très humaine, celle de chercher un coupable unique face à une crise. Et tout commence par un drame politique à très fort enjeu. L'homme aux 1 000 milliards. Juste quelques mots, une petite phrase, comme ça lancée à la télévision nationale. Et voilà, le sort du ministre de l'économie le plus longtemps en poste en France est scellé. C'est fou quand on y pense. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un désastre national aussi complexe peut finir sur les épaules d'une seule personne? Pour y voir plus clair, on va se pencher sur 3 histoires. A priori, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais on va voir qu'elles révèlent un mécanisme humain assez universel. Alors, on commence avec notre premier cas d'étude, la chute de Bruno Le Maire. C'est lui, l'homme aux 1 000 milliards. Imaginez un peu. Après 7 années passées à Bercy, au ministère des Finances, tout s'arrête brutalement. Il est forcé de démissionner d'un nouveau poste en Esbariel, à peine 14 heures. Pourquoi? Parce qu'il est jugé quasi unanimement coupable du désastre budgétaire. Il est carrément mis au pilori publiquement, transformé en l'unique responsable. Le parfait bouc émissaire en somme. Mais bien sûr, la réalité, elle, est beaucoup plus complexe qu'un simple échec personnel. Quand on regarde les faits, en 2017, quand le maire arrive, il hérite déjà d'une dette absolument colossale. Par-dessus ça, qu'est-ce qui arrive? La crise du Covid, avec le fameux « quoi qu'il en coûte », puis la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, le bouclier tarifaire, tout ça coûte une fortune. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, il envoie 14 notes d'alerte. 14. Mais rien n'y fait, la décision de ne pas faire de coupe budgétaire est politique. On voit bien que blâmer un seul homme, ça cache une chaîne de responsabilité bien plus large. Donc voilà, le maire est devenu le visage public d'une crise qui avait en fait des racines très profondes et surtout de multiples auteurs. C'est pratique, on concentre tout le blâme sur une seule personne et ça permet d'oublier que la responsabilité était en fait largement partagée. Et ce besoin qu'on a de trouver une seule cible simple, claire, eh bien, ça n'a rien de nouveau. En fait, ça suit un script, un mécanisme psychologique très ancien et très connu. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du bouc émissaire. C'est une sorte de réflexe des sociétés pour essayer de mettre de l'ordre dans le chaos, pour se décharger d'une responsabilité qui est en fait collective. C'est une façon, au fond, de simplifier une réalité qui est trop complexe et qui nous fait peur. Et le processus, il est presque toujours le même. C'est ça qui est fascinant. Ça se passe en 4 étapes. D'abord, on a une crise complexe. Ensuite, on identifie une figure symbolique. 3e étape, on simplifie toute l'histoire pour en faire un récit de blâme hyper simple, facile à retenir. Et enfin, hop, on consolide tout ça. Tout le poids de l'échec collectif repose sur une seule personne. Et voilà, on a transformé une réalité hyper désordonnée en une histoire de coupable bien propre. Mais ce réflexe de simplification, attention, il ne se limite pas du tout à la politique. C'est un mécanisme qu'on retrouve partout, à travers les siècles, et parfois là où on s'y attend le moins. Prenez en Anne et Edgar Allan Poe. A priori, aucun rapport, n'est-ce pas? Et pourtant, ils ont un point commun assez tragique. Tous les deux ont été victimes d'un récit hyper réducteur, d'une caricature qui a complètement masqué qui ils étaient vraiment. Commençons par le pauvre Anne. Pendant plus de 2000 ans, il s'est traîné une réputation épouvantable. Stupide, paresseux, têtu. Cette image, en fait, elle a été construite par les Romains, qui lui préféraient le cheval beaucoup plus noble. Au Moyen-Âge, on l'a même associé au diable. Et tout ça, ça fait oublier que pendant des siècles, l'âne était un animal hyper précieux, travailleur et indispensable. Et pour Poe, c'est un peu la même histoire. On a cette image de lui, celle du poète maudit, alcoolique, qui n'écrit que des trucs sombres. Cette image, on la doit beaucoup à son traducteur français, Baudelaire, qui a un peu romancé le personnage. Mais ça occulte complètement une autre facette de Poe. C'était un écrivain hyper méticuleux, un humoriste, et c'est même lui qui a inventé le roman policier. Mais bon, le mythe de l'artiste maudit, c'est souvent plus vendeur que la réalité. Alors voilà, on a un homme politique, un animal, un poète, tous réduits à une simple caricature. Mais alors, quel est le danger, au fond, de cette histoire simple? Le point commun, il est maintenant évident. Pour le maire, pour l'âne et pour Poe, c'est la même chose. Un récit simple, facile à comprendre, a complètement écrasé une réalité beaucoup plus nuancée. L'histoire simple du coupable, de l'idiot ou du maudit a pris toute la place. Le symbole a éclipsé la substance, créant un fossé énorme entre la perception et la vérité. Le problème avec ces histoires simples, c'est qu'elles sont confortables. Elles nous donnent un coupable, une explication claire. Mais en les acceptant, on passe à côté de l'essentiel, comprendre la complexité réelle des situations. C'est un peu comme si on traitait le symptôme sans jamais chercher à soigner la maladie. Du coup, l'idée, c'est d'être conscient de ce mécanisme. Ça nous donne une sorte de radar.
La prochaine fois qu'on entend une histoire qui semble un peu trop simple, un peu trop parfaite, ça vaut le coup de s'arrêter et de se poser la question, ok, mais quelle est la complexité qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on est en train de rater? Et peut-être la question la plus importante, à qui profite cette simplification?